Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 19h sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité de 7 jours. Formation professionnelle. La nouvelle rentrée de formation démarre aujourd'hui. Elle concerne 400 000 stagiaires répartis dans 84 établissements de formation professionnelle. Et c'est à l'Institut spécialisé dans les métiers du transport routier et de la logistique à Fès qu'a été donné le lancement officiel de la nouvelle année. Des découvertes précieuses tout au long du littoral au nord de Safi, plus précisément entre Cap Beddouza et Sidi Bouzid. Ces vestiges pourraient remonter au IIe siècle avant Jésus-Christ. Vous l'aurez compris, des trésors archéologiques subaquatiques à étudier et valoriser et à Percy, pourquoi pas, plusieurs mystères historiques. Nous irons à Marrakech. Les parcs et jardins réouvrent leurs portes au grand public après 6 mois de fermeture. En raison de la pandémie, visite ce soir au jardin Amina, un jardin magique où l'art et la nature se rencontrent. Un coin de paradis, œuvre du célèbre artiste et voyageur autrichien André Heller, grand amoureux du Maroc. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste feu Abdelaziz Saadallah. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de l'artiste Abdelaziz Saadallah. Le souverain exprime à sa veuve, l'artiste Khadija Assed, et à ses enfants et à l'ensemble de ses proches et fans, ainsi qu'à la famille artistique nationale, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à la disparition de ce grand acteur qui a marqué la scène artistique tout au long de son riche parcours, par sa conduite exemplaire, son sens de l'humour et par la grande considération qu'il vouait à ses fans, ainsi que par ses œuvres comiques, aussi bien théâtrales que télévisées qu'il interprétait, écrites et mises en scène. Le secrétaire général de l'ONU met à nu l'usurpation de statut par le Polisario devant le Conseil de sécurité. Dans son dernier rapport, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se réfère dans 2 paragraphes distincts à ce séparatiste notoire en tant que simple représentant du Polisario à New York et nullement représentant auprès des Nations Unies. Nissil Hamdaoui. Clair, franc et sans équivoque, le document émanant d'Antonio Guterres. Il fait référence dans 2 paragraphes distincts à ce séparatiste notoire en tant que simple, je cite, représentant du Polisario à New York et nullement représentant auprès des Nations Unies. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'ONU renvoie ce mercenaire à son véritable statut, celui de simple résident dans la ville de New York. Dans les précédents rapports du secrétaire général au Conseil de sécurité, on retrouve la même référence, présentant le membre de ce groupe séparatiste comme représentant du Polisario à New York. Ces références du chef de l'ONU démontrent clairement que ni le Polisario, ni ses représentants ne jouissent d'un quelconque statut auprès de l'Organisation des Nations Unies, et encore moins d'une représentation auprès de l'organisation internationale composée exclusivement d'États membres souverains. À travers cette nouvelle réaffirmation, Antonio Guterres lève le voile une fois de plus sur les mensonges récurrents par lesquels le Polisario cherche désespérément une légitimité qu'aucune instance onusienne ne daigne lui accorder. Monsieur Guterres balaie d'un revers de main les prétentions fallacieuses et les mirages que les dirigeants de l'entité séparatiste tentent en vain de vendre aux populations séquestrées dans les camps de Tindouf. La falsification et le recours au faux sont une marque de fabrique de longue date du Polisario, dont les liens avec le terrorisme et le crime organisé dans la région sahélo-saharienne sont avérés. Les agences onusiennes et européennes contestent régulièrement les chiffres grossiers du nombre des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, avancés par le Polisario. Plus encore, la pratique de faux et usage de faux est outrageusement utilisée par le Polisario pour le détournement de l'assistance humanitaire destinée à ces populations.
L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail adopte le mode de formation hybride pour l'exercice 2020-2021. Cette nouvelle année de formation démarre avec une capacité d'accueil globale de 400 000 stagiaires répartis sur 384 établissements de formation professionnelle, dont 10 nouvellement créés. Et c'est à Fès, à l'Institut spécialisé dans les métiers du transport routier et de la logistique, que la directrice générale de l'Office, Lubna Trisha, a procédé au lancement officiel de la nouvelle année de formation 2020-2021. Mounia Marouche. 450 stagiaires de l'Institut spécialisé dans les métiers du transport routier et de la logistique de Fès ont fait leur premier pas dans leur établissement. Cette année, Covid oblige, les stagiaires vont poursuivre leur formation selon le mode hybride, conciliant entre les cours à distance pour le volet théorique et quelques cours en présentiel pour les travaux pratiques. J'ai choisi la filière de la logistique car elle est très demandée sur le marché de l'emploi. Il va me permettre de trouver facilement un job et d'intégrer les grandes sociétés de transport. C'est une nouvelle filière qui me convient parfaitement car je suis très intéressée par le domaine de l'exploitation logistique. J'espère réussir mon cursus de formation. Cette année, l'OFPPT a créé 4 nouvelles filières présentant de nouvelles spécialités demandées par le marché de l'emploi. Il a également supprimé 92 filières jugées obsolètes ou peu attractives. Objectif, mieux répondre aux besoins en compétences des entreprises. Afin de réunir toutes les conditions nécessaires pour le déploiement de ce nouveau mode, nous avons d'abord outillé nos établissements pour accueillir les stagiaires dans des conditions sûres et les avons équipés du matériel informatique nécessaire afin de permettre aux formateurs d'assurer la formation à distance à partir des instituts de formation. Nous avons aussi lancé OFPPT Academy et l'avons doté de plus de 4000 contenus pédagogiques produits en interne. Et enfin, nous avons pu dépasser la lourde contrainte d'accès des stagiaires à Internet grâce au partenariat qui vient d'être signé. Donc nous avons participé à cette aventure en donnant une connectivité internationale très efficace à l'ensemble des milliers d'étudiants qui vont pouvoir se connecter au contenu qui se trouve notamment, je pense, dans des serveurs en Espagne. Et dans le but d'aider les entreprises marocaines aussi à se développer et à se préparer à la concurrence internationale qui sera la leur demain. Cette première semaine sera consacrée à la communication avec les stagiaires pour leur présenter la nouvelle approche pédagogique adoptée, et ce en présentiel avec un volume horaire et des effectifs réduits. Sachez aussi que cette offre de formation prévoit 176 182 places pédagogiques pour les niveaux techniciens spécialisés et techniciens, 80 929 stagiaires pour les niveaux qualification et spécialisation et 29 667 stagiaires pour le baccalauréat professionnel. Cette année, l'OFPPT offre à ses stagiaires l'accès à une plateforme e-learning dédiée à l'apprentissage des langues étrangères, français, anglais et espagnol, ainsi qu'une bibliothèque numérique donnant accès à plus de 40 000 ouvrages de référence couvrant différents domaines. Le coronavirus circule toujours activement. 3 387 nouveaux cas confirmés depuis hier 18h. Et le Covid-19 continue d'emporter des vies. On dénombre 41 décès en 24 heures avec un taux de létalité de 1,7%. Le total des cas actifs s'élève à 23 648 avec 525 patients dont l'état de santé est jugé sévère ou critique. Et parmi eux, 58 sont placés sous respiration artificielle. 62 nouveaux cas dénombrés ces dernières 24 heures. Le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés au Covid-19 est de 26%. Pour ce qui est du total des rémissions, ces dernières 24 heures, le bilan quotidien du ministère de la Santé fait état de 2497 guéris, soit un taux de guérison de 83,55%. On parle d'autre chose à présent. Dans certaines régions, l'impact des changements climatiques est une inquiétante réalité constatée jour après jour par les habitants. Ceux du Moyen Atlas en font partie. Certains lacs d'altitude de la région se sont transformés en espaces désertiques. À l'origine de ce triste spectacle, la sécheresse et la surexploitation agricole. Reportage signé Ahmed Fadili et Zakaria Mokinbillah.
Un lac rétréci et vidé de ses eaux. Considéré comme l'une des zones humides les plus importantes de la province d'Ifrane, le lac Aguelmamti Founassine connaît aujourd'hui une régression de la zone inondée. Alors qu'il couvrait plus de 100 hectares auparavant, sa superficie ne fait plus que 2 hectares. Le lac est entouré de flancs de montagne qui constituent un réceptacle de pluie et de neige qui remplissent chaque année cette étendue d'eau. Le lac est aussi alimenté en eau par un nombre réduit de sources. Baisse des précipitations et des chutes de neige et élévation de la température, des facteurs qui expliquent le recul de la surface inondée. C'est le même paysage de désolation au lac Ifrah, dont les eaux se sont évaporées. Au lac Afnourir, la zone humide sert aujourd'hui de parcours pour le bétail. On voit que certains lacs se sont asséchés et vidés de leurs poissons. C'est le cas du lac Afnourir, connu pour ses beaux paysages. Il séduit de nombreux touristes. En tant que résidents du lac, nous bénéficions de ces eaux pour abreuver le bétail. Ces 3 ou 4 dernières années, on connu un déficit de précipitation et surtout la neige. Ce déficit a été à l'origine de la diminution du niveau pluviométrique au niveau des réservoirs hydrogéologiques dans son ensemble. Les zones humides subissent de plein fouet l'impact des changements climatiques, l'exploitation intense des ressources hydriques et la culture de variétés inadaptées à la nature de la région sont autant de facteurs responsables de ce défi écologique. Dans un tout autre registre, ces découvertes précieuses tout au long du littoral du nord de Safi, plus précisément entre Cap Beddouza et Sidi Bouzid. Ces vestiges pourraient remonter au IIe siècle avant Jésus-Christ. Vous l'aurez compris, des trésors archéologiques subaquatiques à étudier, valoriser et à percer, pourquoi pas, plusieurs mystères historiques. Les détails avec Soumia Belagachi, Hassan Mskour et Oumaima Ramli. Elles ornent le littoral Cap Beddouza et Sidi Bouzid depuis bien des années. De loin, elles pourraient être confondues avec de simples pierres, mais il s'agit bien d'un trésor d'antan. Des vestiges qui pourraient bien remonter à l'âge de bronze. Les vestiges sont sous forme de bassins de pierre qui se présentent sous différentes tailles et sous différentes formes. Elles s'étendent sur plus de 30 km. Nous pensons qu'éventuellement cette zone abritait une agglomération. Peut-être seraient-ce des traces de Tirali ou d'Atlantis. Nous avons émis des suppositions quant à l'origine exacte de ces vestiges, mais à présent, nous attendons une certitude exacte. Et pour tirer le sujet au clair, l'Association marocaine pour la recherche et la protection archéologique sous-marine s'est adressée au ministère de tutelle. Nous avons reçu une lettre de l'association. Il nous a informé qu'ils avaient découvert des vestiges d'anciennes bâtisses et quelques grottes. Nous avons alors alerté les équipes responsables. Désormais, nous attendons que les équipes spécialisées arrivent pour nous éclairer à ce sujet. L'Association marocaine pour la recherche de la protection archéologique sous-marine attend avec grande impatience cette réponse. Elle viendra s'ajouter à son palmarès qui compte déjà quelques 4 découvertes, dans la même ville, Esfi. Bonne nouvelle pour les amateurs de parcs et jardins dont regorge Neuville. Après le jardin Majorel, c'est au tour du jardin Anima de réouvrir ses portes au grand public dans la cité Ocre, et ce après 6 mois de fermeture en raison de la pandémie. Ce coin de paradis sort de l'imagination et s'inspire de l'amour que nourrissait le célèbre artiste et voyageur autrichien André Heller pour le Maroc. Nous vous invitons à une balade dans ce lieu envoûtant de la ville Ocre. Suivez le guide Soumia Belagachi, Hassan Mskour et Oumaima Ramli. La porte franchie, c'est un univers envoûtant qui s'offre à votre regard. Des cactus géants, des bananiers et toute autre sorte d'arbres vous entraînent dans une balade où le dépaysement est assuré. Et comme pour pousser l'émerveillement à son paroxysme, des œuvres artistiques et des sculptures fleurissent de toutes parts. Bienvenue au Jardin Anima, un musée à ciel ouvert où le visiteur est à nouveau invité à la flânerie, allant de découverte en découverte.
Je suis de Marrakech, on m'a beaucoup parlé de ce jardin. Dès que j'ai appris qu'il a réouvert ses portes, je me suis empressée de le visiter. Il y a de tout, de la verdure, des tableaux, des sculptures et des magnifiques plans d'eau. Bref, ça vaut vraiment le détour. Le jardin Anima est un lieu où la nature et l'art se rencontrent. Dans cet espace, une centaine d'influences botaniques du monde entier se mêlent à des œuvres de grands artistes. Tout cela est le fruit de l'imagination du célèbre Autrichien André Heller. Un gage d'amour au Maroc, dans les couleurs et les paysages en ont inspiré plus d'un. André Heller, le célèbre voyageur autrichien, pose pied au Maroc pour la première fois dans les années 70. Le coup de foudre est immédiat. Ce jardin en est le témoin. Lors de sa visite en 1972 au Maroc, André Heller est ébloui par la beauté des paysages. Et pour remercier ce pays qui l'a tant inspiré, il achète ce terrain en 2007. Les travaux ne commenceront qu'en 2010 et c'est 6 ans après que cet Éden a ouvert ses portes au grand public le 9 avril 2016. S'étendant sur plus de 2 hectares, le jardin Anima donne à voir des œuvres d'artistes internationaux de haut vol. Pablo Picasso, Auguste Rodin et le maître des lieux André Heller. Une mise en scène botanique luxuriante où tout est beauté, tout est art. Et puis à présent, cette exposition pour célébrer la paix, cœur blanc de l'artiste peintre Abdelkhalq Belfqi, fruit de 50 ans de travail pictural et de recherche. L'artiste retourne à ses racines avec un mélange entre la calligraphie, la lettre arabe et la peinture dans son état pur. C'est au CIMES de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger que l'artiste a accroché ses œuvres. Nourdine Sabir, Zakaria Mouqimbil. La paix, thème central de l'exposition de Abdelkhalq Belfqi. Décliné en lettres calligraphiées sur fond de peinture abstraite, ce thème est représenté dans un éclat de tons chromatiques clairs et joyeux. À travers 30 tableaux diversifiés, l'artiste veut transmettre ses idéaux de paix, un travail imprégné des traditions et des coutumes marocaines. Dans le langage marocain, le cœur blanc, c'est la paix, c'est l'humain marocain avec toute son humanité et qui dialogue avec l'humanité tout entière, dans un cadre de paix. L'artiste dit travailler selon le style de Cali Painting, un mélange entre le signe de la calligraphie arabe et la peinture dans son état pur. Ce mouvement poétique s'inspire aussi des traditions asiatiques, le haïku et la calligraphie japonaise. L'idée est de donner une représentation picturale du sens du mot ou du sens du thème. Cette exposition, elle est multiple parce que l'artiste adopte plusieurs modes d'expression, notamment la calligraphie, la peinture et la poésie, pour transmettre un message de paix. Donc pour lui, c'est le plus important, c'est ce message de paix. D'ailleurs, on voit le mot paix en toute langue. Natif de Sidi Qassem, Abdelkhalq Belfqi s'est adonné très tôt à l'art de la peinture. Il compte à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives. Installé en France, il revient régulièrement dans son pays d'origine pour présenter ses expériences artistiques. Cette exposition se poursuit à Rabat jusqu'au 5 novembre. Une exposition à découvrir et puis cette triste nouvelle décès de Taïb Idrissi. Le défunt était un animateur et journaliste radiophonique au sein de la RTM. Feu Taïb Idrissi est né en 1929 après avoir exercé pendant des années au sein de la radio nationale. Le défunt a rejoint la rédaction de la télévision en tant que présentateur. Nos condoléances à sa famille et nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. On va parler sport. Sacré champion du Maroc au titre de la saison 2019-2020, le Raja de Casablanca a reçu aujourd'hui son trophée de champion au complexe sportif Mohamed V de Casablanca.
La cérémonie de remise du trophée s'est déroulée en présence notamment du président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Rkcha, et de plusieurs personnalités. Le Raja a été sacré champion à la faveur de sa victoire à domicile par 2-1 face à l'Aïsfar. C'était dimanche soir pour le compte de la 30e et dernière journée du championnat national. Le club casablancais a remporté le championnat national en 1988, 96, 97, 98, 99, 2000. Il l'a remporté également en 2001, 2004, 2009, 2011 et 2013. Et encore une fois, bravo au Raja de Casablanca. C'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. On se retrouve demain.